Ce que les élèves TSA ou secondaire veulent vous dire. Au moment des changements de cours et traverser la foule, ce qui m'aurait aidé, c'est d'avoir une adaptation pour aller d'une aile à l'autre sans être bousculé ou chahuté. Et puis aussi ce qu'on a accordé à mon petit frère pendant la récré, être seul dans une pièce pour pouvoir me reposer, lire au calme ou dessiner. Ensuite, me permettre, dans n'importe quel cours, ou même, pourquoi pas, pendant un examen, si je me sens pas bien physiquement, ou si je sens que je vais faire une crise d'angoisse, ou s'il y a un trop-plein, bref, qu'on me permette de sortir et d'attendre 5 minutes dans le couloir, ou alors de me poser au calme dans une salle en sécurité et seule. Ou si je suis vraiment pas bien, que je puisse partir. Ça m'aurait aidé. Je suis Maya et dans ces chroniques, au titre un peu taquin, je vous partage mes constats et réflexions de femmes concernées par le TSA depuis toujours, par ma famille, par mon entourage personnel et mon travail. Ni professionnelle de santé, ni professionnelle de l'éducation, j'ai une expertise de terrain que je partage avec vous, avec humilité parce que j'en apprends vraiment tous les jours et je me forme au quotidien en plus des recherches que je fais pour ces chroniques. Ensemble, on décode, on déchiffre, on explique un univers à l'autre pour ne pas les opposer, mais avancer. Parce qu'on a remarqué que le lien, partager ce qu'on vit, se rendre compte qu'on n'est pas seul, faire du collectif, eh ben ça fait du bien. Aujourd'hui, je passe la parole à 3 jeunes pour renouveler une expérience vécue par mon aîné dans un groupe d'habileté sociale en Espagne. L'éducatrice et la psychologue ont demandé aux jeunes TSA ce qui les aurait aidés, ados, dans le milieu scolaire. L'enregistrement ensuite a été passé dans une session de formation pour les enseignants du supérieur. Au préalable, les animateurs ont distribué des bouts de papier à l'assemblée avec un numéro et une action. Chaque numéro correspondait à une action. Les 1 devaient faire du bruit de bouche, ce genre de truc fort agréable, lorsque les animateurs leur faisaient signe. Les numéros 2 ne faisaient rien, ils restaient en silence. Les numéros 3 tapaient du pied. Les 4 bousculaient leurs voisins. Les 5 sifflaient un petit peu, etc. Je vous raconte ça avec mon filtre et ma mémoire, puisque ce sont ma fille et l'éducatrice qui m'ont raconté sur le pas de la porte. Je n'étais pas présente, mais ce qu'elles m'ont raconté m'a beaucoup marqué. Parce que après cette expérience sensorielle, la plupart des professeurs étaient épuisés, énervés, agités. Alors les animatrices leur ont dit, imaginez tout ça avec en plus la gêne de la lumière, les odeurs. Agréables ou désagréables d'ailleurs, puisque chez les TSA, des parfums ou des odeurs entre guillemets censées être agréables ou perçues comme agréables peuvent leur être vraiment fort désagréables. Et imaginez avoir ça pendant des journées entières de cours et essayer de suivre en classe, de faire les exercices, d'être compétent et performant pendant les examens et de répondre du tac au tac quand le professeur interroge devant toute la classe. Imaginez un peu. Tout ça en se faisant moquer à la récré et en finissant, elles ont dit au professeur, maintenant vous pouvez un peu imaginer ce que peuvent vivre les élèves atypiques dans vos classes. À la suite de ça, elles ont passé la vidéo de ce que les jeunes auraient aimé pouvoir leur dire sans y arriver. Et aujourd'hui, avec la contribution donc de 3 jeunes, je vous donne un aperçu de ce que ça pourrait donner. Vous pouvez faire passer cette chronique, elle est dispo sur YouTube, sur Spotify, Apple Podcasts, Amazon Podcasts, etc. Si vous pensez que ça peut sensibiliser vos proches ou les enseignants de vos enfants. Et pour la prochaine chronique, qui sera donc le premier samedi d'octobre, ce sera une spéciale jeune, justement, une lettre ouverte aux jeunes. Ça fait un peu boomer. Les shorts, c'est trop court pour la bavarde que je suis, alors bon, on va dire que oui, ça sera une chronique spéciale jeune. Et ensuite, on attaque le sujet du couple atypique, et là, ça se fera sur plusieurs épisodes. Allez, c'est parti pour ce que les jeunes atypiques, TSA, TDAH, avec troubles anxieux généralisés pour certains, auraient voulu dire à leurs profs. On parle aussi de jeunes avec un HPI dans ces témoignages, mais vu que le HPI c'est plutôt un atout, c'est quelque chose de protecteur, c'est pas un trouble contrairement à ce que certains essayent de dire. Donc pour creuser cette question,
par rapport au HPI, vous pouvez notamment aller sur la chaîne de Raph, Intensément Podcast, qui débunk énormément tous ces mythes sur les difficultés du HPI. Allez, c'est parti. J'ai donc demandé à ces jeunes ce qu'ils veulent vous dire à vous, les professeurs. Les prénoms et les âges sont un tout petit peu modifiés. L'exercice est intéressant parce que je les connais, ces jeunes, et je connais les parents. Et les parents, dans ce qu'ils me disent, ont un regard parfois différent. Mais je dirais rien parce que là, aujourd'hui, il s'agit vraiment d'écouter simplement ce que eux, les premiers concernés, les jeunes, en disent. Voilà les 5 questions que j'aurais posées. Qu'est-ce qui a été très difficile pour toi ou carrément un enfer? Si tu es sorti du système scolaire, quels aménagements et prises en compte t'auraient permis d'y rester? Si tu y es toujours, qu'est-ce qui t'aide au quotidien? Est-ce que tu as des merci à dire à certains professeurs et intervenants? Et est-ce que tu veux partager une anecdote qui aujourd'hui encore te fait sourire? On commence par le témoignage de Tess, 16 ans. Ce qui a été difficile pour moi à l'école, c'est de remarquer que les gens me trouvaient bizarre, qu'ils m'appelaient avec des genres différents parce que je ne parlais jamais. Et surtout que les gens avaient tellement peur, semblaient avoir tellement peur d'être juste à côté de moi, et plein d'autres petits compliments, entre guillemets, à l'intérieur. Si tu es sorti du système, quels aménagements et prises en compte t'auraient permis d'y rester? Elle répond que les professeurs se seraient mieux souvenus de moi et s'ils avaient pu faire un meilleur travail pour mieux appliquer la justice, comprendre ce que je vivais. Mais ça ne s'est pas produit. J'ai fait de mon mieux pour moi-même faire les changements, mais ça s'est arrêté là parce que je ne pouvais vraiment plus continuer. Qu'est-ce qui t'aidait au quotidien quand tu y étais? Tess répond rien. J'ai vu aucun progrès, aucun changement. J'avais l'impression d'avancer, mais seule, sans eux. Ni les professeurs, ni les élèves, je me perdais encore plus et personne ne voulait le reconnaître. Est-ce que tu as un merci à dire? Alors elle répond qu'elle en avait un à dire et qu'elle l'a dit directement au professeur. Et sur l'anecdote, elle en partage 2. 2 phrases qui l'ont marquée. La première, c'est: commencez là où vous êtes, utilisez ce que vous avez et faites ce que vous pouvez. Et la seconde, soyez le genre de personne que vous aimeriez rencontrer. On passe à Lynn. Ce qui a été un enfer. Les autres, les cris, les bousculades, les moqueries, les ballons dans la tête à la récré, le social, le bruit, les stimuli, toutes les adaptations. Je me sentais juste en mode survie constamment et j'avais l'impression qu'on cherchait constamment à me faire du mal. La non-compréhension de ma spécificité, parce que les rares fois où je réussissais à comprendre ce dont j'avais besoin et à l'exprimer, on me faisait comprendre que non, tu fais chier, adapte-toi. Ça, c'était horrible. Parce que juste, j'arrivais pas, je pouvais pas, je fonctionne pas comme ça. Ensuite, un enfer, je sais pas si c'est pour tous les TSA, mais physiquement, c'était horriblement dur pour moi. J'allais mal, j'avais mal à la tête, j'avais mal au ventre, j'étais épuisée. Et vu qu'on m'écoutait déjà pas quand je disais que c'était compliqué, quand ça allait pas physiquement en plus, j'arrivais tout simplement pas à aller à l'école parce que je savais qu'on ne m'écouterait pas si je demandais à appeler ma mère. Pour la deuxième question, déjà, comment dire? Je sais pas si j'aurais jamais eu besoin de partir de l'école. Mais je sais que ça m'aurait beaucoup aidé. Bon, moi j'ai quitté le système classique à 13 ans. Alors voilà, ce qui m'a aidé au moment des changements de cours et de traverser la foule, ce qui m'aurait aidé, c'est de pouvoir prendre les couloirs réservés aux profs ou ce genre d'adaptation pour aller d'une aile à l'autre sans être bousculé ou chahuté. Les toilettes. On m'a permis d'aller aux toilettes des profs à 12 ans, ça m'a aidé. J'étais trop habituée dans le primaire à ne jamais aller aux toilettes à cause des odeurs, de la saleté, mais aussi des autres élèves qui venaient me chahuter. Donc j'y arrivais pas. Surtout à l'idée au collège que des profs pas au courant de cet aménagement, donc être autorisés à aller aux toilettes des profs, me fassent des remarques. Mais ça m'a un peu tranquillisée de savoir que j'avais cette possibilité. Ensuite, ce qu'on a accordé à mon petit frère, que pendant la récré, je puisse être seule dans une pièce pour me reposer, lire au calme ou dessiner. Entre parenthèses, j'ai pas l'impression d'être une personne TSA qui abuse du système ou qui profite des aménagements. Au contraire, je suis plutôt du genre à penser que quand on m'accorde quelque chose,
je dois en faire encore plus pour mériter ce qu'on a bien voulu m'accorder. Et je ne dois pas l'utiliser dès que ça m'arrange. Ensuite, me permettre dans n'importe quel cours ou même examen, si je ne me sens pas bien physiquement ou si je sens que je vais faire une crise d'angoisse ou s'il y a un trop-plein, bref, qu'on me permette de sortir et d'attendre 5 minutes dans le couloir ou de me poser au calme dans une salle, en sécurité et seule. Ou si j'en ai vraiment besoin, si je vais vraiment pas bien, que je puisse partir. Ça m'aurait aidé. Pour les examens, je stressais à m'en rendre malade. Les passer dans une salle seule m'aurait déjà aidé. Et peut-être juste m'écouter. Dans ma classe, j'aurais voulu avoir une table seule ou pouvoir choisir ma place, genre à côté de la fenêtre, devant le bureau du prof, ou seule n'importe où, mais ça m'aurait grandement aidé. Dans les groupes, avec activités donc en duo ou en groupe, m'accorder de le faire seule si j'en ai besoin, ne pas m'obliger d'être avec quelqu'un. Je ne comprends pas pourquoi c'est si important pour les profs qu'on soit plusieurs. Je suis prête à faire le travail pour 2, mais ne pas m'obliger à travailler avec quelqu'un d'autre. D'une façon générale, tout ce qui réduit la charge de stress, autoriser le casque anti-bruit, les lunettes de soleil, garder le bonnet ou garder une capuche pour me sentir protégée en classe. Des merci, oui, pas beaucoup. Je dis merci à ma prof d'espagnol, qui était bienveillante et ne m'obligeait pas à faire des présentations orales de mes exposés. Je commençais à paniquer et je disais « je peux pas ». Alors elle disait « ok, passe-moi l'écrit ». Et elle me notait là-dessus, sans autre stress ni pression. Ça m'a vachement aidée. Et c'est pas exactement ce qui m'allait, mais quand même, merci à mon prof d'anglais en 5e, parce qu'il a essayé de comprendre et d'appliquer mon PAI. Et quand il expliquait quelque chose au tableau, il demandait à la classe si c'était clair. Et ensuite, il me regardait, moi, directement dans les yeux, et il hochait la tête, il m'interrogeait du regard en hochant la tête pour vérifier si c'était OK pour moi. Alors bon, dans mon cas, j'étais très timide et j'aimais pas trop ça, mais merci quand même d'avoir au moins tenté de comprendre. Dans les anecdotes, en cours de sport, on devait faire une présentation avec des figures des présentations, des roulades. Je me suis retrouvée avec un groupe de 3 garçons que j'aimais pas, qui se moquaient de moi et compagnie. Et on devait faire des roulades. Alors déjà, les roulades, ça me fait paniquer physiquement. Les faire avec ces gars aussi, devant toute la classe, encore pire. Donc, j'arrive pour une fois à dire à la prof que je panique et que je ne peux pas faire ça. Elle me répond, soit tu le fais, soit tu as un 0. Et tu sais, elle me le dit en mode très confiance, quoi, genre la menace ultime. Et moi, je lui dis, j'aurai un 0. Sa mâchoire lui en est tombée. Genre, quoi? Mes menaces ne fonctionnent pas? La seconde anecdote, le directeur a une réunion à l'époque où j'allais presque plus au collège. C'était très, très compliqué avant de sortir du système. Il a dit, il y a 2 portes pour Lynn. La première porte, Lynn vient au collège et passe son année. La seconde, elle ne vient pas et elle ne passe pas son année. Alors, je sais pas je me souviens pas si j'ai réussi à le dire devant lui, mais en tout cas, j'ai dit à ma mère, ok, c'est la 2e porte. Pourtant, je suis ultra exigeante et les mauvaises notes, les échecs me font paniquer à mort. Mais ça allait tellement pas que c'était juste pas envisageable du tout de continuer à exiger de moi plus d'efforts. Donc là, j'avais dit ok, je prends la 2e porte, je passe pas mon année. Bon, bref, après coup, ça me fait rire. La menace qui fonctionne pas trop en fait. Parce que c'est pas trop des caprices ce que je fais, c'est juste que je peux pas faire plus d'efforts. Eileen ajoute, chaque personne TF, ça est différente et unique. Et c'est important d'écouter ses propres difficultés à elle, ses différences, ses spécialités, de quoi elle a besoin, etc. Et si on peut, selon ce que veut la personne, donc si la personne est d'accord, eh bien partager aux élèves, le partager aux professeurs pour que les professeurs le partagent eux aux élèves, ou que ce soit la personne TSA qui le partage directement devant sa classe si elle peut et si elle le souhaite. Ne pas obliger certaines activités qui ne sont pas très importantes, genre les travaux en groupe qu'on peut faire seul, les sorties qui ne sont pas très importantes, les colonies de fin d'année, spectacles, ou même certaines activités en EPS où on doit se toucher. Par exemple, moi à l'école, j'avais demandé à ce que dans les jeux où on doit s'attraper, on ne me touche pas, mais qu'on me dise « attraper » pour me signaler que j'étais hors jeu. Et ça fonctionnait parfaitement, ça m'allait, et j'ai pas l'impression que ça dérangeait les autres plus que ça. Avoir un espace refuge, entre guillemets. Une petite pièce tranquille, sans bruit,
et avec peu de lumière si possible, avec un fauteuil ou ne serait-ce qu'un lit d'infirmerie ou une chaise avec un coussin où on puisse aller en cas de nécessité. Comme si on sent qu'on va faire un meltdown ou un shutdown, une crise d'angoisse, qu'on ne se sent pas bien physiquement, etc. Il y a une autre fille TSA qui a eu l'idée aussi de mettre des objets anti-stress dans cette même pièce. Des balles anti-stress, des Fight-Jet, des choses comme ça. Ne pas sortir ou bien pouvoir rester seul pendant la récré, par exemple. Rester à la bibliothèque ou dans la pièce refuge ou autre pour être tranquille et pouvoir se reposer mentalement. Pouvoir aussi déjeuner seul. Même exemple que la pièce refuge de tout à l'heure, donc en dehors des bruits infernaux et insupportables de la cantine et du réfectoire. Et voilà le troisième témoignage, réponse au questionnaire de Roger, qui nous dit « Je suis Roger, 35 ans, je suis un consommateur de chips chevronné, je n'aime pas du tout ce qui peut être encore optimisé et j'aime donc faire ces optimisations. » Est-ce que certaines choses ont été un enfer pour toi à l'école, Roger ? L'école, c'était pas un enfer. Il y avait des cours qui m'intéressaient moins que d'autres, notamment les langues vivantes. Mais globalement, j'aimais apprendre. Seuls certains cours de sport pouvaient me mettre en difficulté émotionnelle, parce que je tolère très mal le fait d'être le plus mauvais dans un groupe. En fait, je ne supporte pas d'être le dernier. Alors je me sentais fortement complexée. Ça restait vivable quand il y avait quelqu'un d'aussi mauvais que moi dans ce quelque chose. Dans ces cas-là, sinon, je me repliais sur moi et rien d'autre que le temps, en fait, ne pouvait me faire sortir de mon état. Être sollicité par des ça va me drainait mon énergie et me renvoyait à mon échec, alors qu'être ignoré et laissé tranquille me laissait seul face à mon impuissance. Si tu es sorti du système, quels aménagements et prises en compte t'auraient permis d'y rester ? Je suis sortie du système à cause d'une dépression. Je ne vois pas quel aménagement aurait pu me permettre de poursuivre dans de bonnes conditions. La charge de travail était élevée, mais pas insurmontable, sans les autres problèmes concomitants. Retirer cet unique facteur n'aurait que retardé, selon moi, le moment de rupture. La fatigue a également été un élément important. J'étais en internat et le temps de sommeil était trop court pour moi durant l'année de première. Les temps d'études du soir m'empêchaient d'avancer mon heure de coucher. Et pour le reste, rien ne dépend directement de l'école. Les problèmes d'eczéma, mon naturel anxieux, etc. J'ai été internée en hôpital psychiatrique et à cause d'une errance diagnostique et des essais de différents traitements, ça a duré longtemps. Et au sortir de mes hospitalisations, on ne m'a pas laissé retourner en internat pour l'année entamée. Alors j'ai repris une scolarité après redoublement, mais j'ai une seconde fois arrêté d'aller en cours. Alors j'ai fait une phobie sociale qui m'a maintenue chez mes parents plusieurs mois sans oser sortir. J'avais plus de projet ni de motivation scolaire ou professionnelle. En définitive, j'ai repris une terminale sans avoir fini de première sous l'impulsion de ma mère qui m'a inscrit et a trouvé une association afin que je puisse suivre des cours particuliers, loin du tumulte d'une classe normale. La situation s'est stabilisée l'année suivante, quand j'ai pu commencer mes études supérieures dans des conditions normales avec quelques aménagements que j'ai en fait jamais utilisé en pratique, hormis un tiers-temps lors des examens de première année. Et en faisant semblant que tout allait bien pour au final cacher mes troubles sous un masque d'enthousiasme et de curiosité scolaire. Si tu y es resté, qu'est-ce qui t'a aidé au quotidien ? Roger répond « J'aimais bien la choucroute de la cantine ». Et il précise, c'est une plaisanterie, la réponse ne doit pas être prise en compte. Mais moi, je suis taquine et j'aime beaucoup ce type d'humour, donc merci Roger, je mets ta réponse. Est-ce que tu as des merci à dire à certains profs et intervenants ? Je dois remercier l'équipe enseignante de mon école post-bac qui a pris un risque en acceptant un élève avec mon historique. Et je les remercie de m'avoir proposé des aménagements, de m'avoir aidé pour les tâches qui me posaient le plus de difficultés et qui me généraient le plus d'appréhension, notamment la recherche de stage. Une anecdote qui te fait sourire encore aujourd'hui ? Alors il raconte « En 6e, j'ai embarqué par erreur un feutre coloré de la classe d'art plastique dans mes affaires personnelles en quittant le cours. Je m'en suis rendu compte après avoir quitté le collège et, par peur des conséquences et qu'on me prenne pour un voleur, je me suis débarrassée de l'élément à charge en le dissimulant dans le mur du jardin par un trou dans une brique.
J'y repensais occasionnellement avec honte. 7 ans plus tard, j'en suis souvenue à l'occasion d'une insomnie en début de nuit. Je suis donc allée voir mon père et j'ai confessé cette histoire que lui a trouvé ridicule à côté de l'état dans lequel elle me mettait. Ma mère, qui avait fait partie des parents d'élèves lorsque j'étais scolarisée à ce collège, connaissait un peu la principale, qui prenait d'ailleurs sa retraite cette année-là. Alors elle m'a proposé de venir au pot de départ pour régler cette histoire. J'ai donc acheté un paquet de feutres et j'ai expliqué mon histoire à la principale, qui était un peu surprise par la situation. Autre chose à dire au professeur ? Roger répond: courage. Vos conditions de travail sont de pire en pire avec les années. Vous avez de moins en moins de considération de la part des élèves comme des parents. Hors du reste du monde professionnel, que certains pourraient appeler, entre guillemets, la vraie vie. Pour les particularités autistiques, c'est du cas par cas. Donc, j'ai pas de recommandation à vous formuler. Votre recul, votre vigilance, si vous êtes prévenu, et votre humanité suffisent. Hey, petit scoop de dernière minute, on a Louis, 15 ans, qui a été cueilli à la sortie de l'école pour nous amener, nous apporter aussi son témoignage. Un grand merci à toi pour ta participation et un témoignage de plus que je trouve super, que j'ai eu beaucoup de plaisir à écouter et à retranscrire. Merci à toi et à ta famille. 15 ans, TSA, qui aime faire de la 3D, découvrir des nouveaux trucs, bricoler des trucs et des machins, lire, fouiner et dénicher des vieux machins qui ont une histoire. Qu'est-ce qui a été difficile pour toi au collège et à l'école ? Alors il répond: j'aimais pas devoir obéir à quelqu'un qui m'apprenne de force des trucs que j'avais pas forcément envie d'apprendre. Puis je trouvais ça compliqué, ce genre de trucs, alors j'en foutais pas une et je faisais l'imbécile. Qu'est-ce qui t'aide au quotidien ? De me dire que ça servira plus tard, même si je vois pas en quoi l'algèbre me servira à faire mes courses. Quels sont les outils qui t'aident au quotidien ? Mon AESH, qui m'aide beaucoup. Enfin bon, pas vraiment, elle m'aide pas, mais elle m'aide sur des trucs genre les maths, aussi beaucoup au début pour me canaliser. Maintenant, je fais une 3e quasiment normale, mais en 6e, l'AESH, elle repérait avant que j'explose et ça me servait pour me faire sortir de la salle. En primaire, j'avais fait une crise de colère tellement grande que 3 personnes ont dû me tenir et me maîtriser pour que je me calme. Est-ce que tu as des merci à dire à certains profs et intervenants ? Merci d'abord à Isabelle, mon institut de primaire, qui m'avait vraiment beaucoup aidée. Je pense que si j'en suis là, à avoir une vie presque normale, c'est vraiment grâce à elle. Parce qu'elle m'a vraiment aidée sur beaucoup de choses. Et par exemple, le jour où je me suis fait diagnostiquer, elle a fait un exposé à l'école ce jour-là. Je n'étais pas là. Elle leur a montré un documentaire qui expliquait l'autisme. Elle me l'a dit ensuite quand je suis revenue. Et ça m'a fait vraiment plaisir. Au départ, elle faisait un système que si je faisais un exercice correctement, je pouvais regarder des vidéos. Et après, j'avais plus besoin de ça. Elle avait confiance en moi, Isabelle. Je remercie aussi Laurine, mon AESH actuel, qui m'aide vraiment beaucoup au quotidien. Et je remercie aussi Claudie, un peu avant. En fait, Claudie, elle me foutait la paix, ce qui était déjà pas mal. Une anecdote qui te fait sourire encore aujourd'hui ? Alors, comme je disais, j'aimais pas faire comme les autres, comme tout le monde. Je m'en souviens pas personnellement de ça, mais ma mère m'a raconté que quand j'étais petite, une fois, j'étais tellement casse-pied à vouloir n'en faire qu'à ma tête que je suis carrément allée pisser dans la cour contre un arbre parce que je voulais pas aller aux toilettes. Voilà pour ces 3 témoignages qui sont tous les 3 très différents. D'ailleurs, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, dites-le moi en commentaire. Moi, il me touche beaucoup. Et je vous avoue que je suis passée d'émotion, de tristesse et de sourire en les relisant pour cette chronique. Alors avant de terminer, je voudrais vous commenter encore certaines petites choses. Wonder Aspie Woman, une maman autiste, d'enfants autistes avec TDAH notamment, porteuse pour elle et sa fille de SED, le syndrome d'Ehlers-Danlos qui provoque entre autres des douleurs chroniques, dit ceci à propos de l'instruction en famille qu'elle pratique depuis plusieurs années avec ses enfants. Adaptation, souplesse, aménagement, prise en compte de ses particularités. Tout ce qui a été refusé à l'école au moment d'en partir. Voilà pourtant ce qui lui permet, en parlant de sa fille, d'étudier. Ça ne veut pas dire faire à sa place, lui donner des privilèges, la surnoter, la dispenser de travailler. Non, elle travaille, et beaucoup, mais différemment, et avec autant, sinon plus, d'efforts.
Je vous relis cette phrase. Adaptation, souplesse, aménagement, prise en compte de ses particularités. Ça ne veut pas dire faire à sa place, lui donner des privilèges, la surnoter, la dispenser de travailler. Non, elle travaille et beaucoup, mais différemment et avec autant, sinon plus, d'efforts. Philippe Mérieux, le pédagogue, dit que le système scolaire est une centrifugeuse. Il écarte ceux qui ne sont pas dans la norme pour une prise en charge externalisée. Et manifestement, il trouve ça dommage. Un inspecteur de l'éducation nationale, dont je vous ai déjà parlé dans l'épisode « Comment parler aux profs de mon enfant », m'expliquait qu'entre les intentions d'inclusion scolaire dans l'éducation nationale et la réalité sur le terrain, c'est compliqué. Qu'il y a un manque réel de moyens et de formation. Et là, on touche à de la politique. Ce n'est pas uniquement une question de sensibilisation des professeurs ou de travail personnel du professeur. C'est au niveau collectif qu'il faut bosser. Des associations peuvent aider et faire le lien entre l'école, les familles et les dispositifs mis en place au sein de l'éducation nationale. Et puis, il y a quand même un gros boulot politique à faire pour améliorer tout ça. Et en substance, dans un autre livre, L'inclusion scolaire, perspective psychosociale, il est notamment expliqué que parfois, on pratique une forme d'exclusion bienveillante, c'est-à-dire exclure un élève à besoin particulier en pensant ou en disant le faire pour son bien. C'est une discrimination subtile, mieux perçue, moins détectable, aux effets pernicieux. Je vous lis un extrait de ce livre et, comme tout le reste, je vous mets les références en description. Les élèves avec difficultés d'apprentissage sont perçus comme étant encore moins compétents que les élèves avec des difficultés comportementales. Si les élèves à BEP, besoins éducatifs personnalisés ou personnalisables, particuliers, je ne sais plus, sont automatiquement perçus comme moins compétents que les autres, quelles conséquences cela peut-il avoir lorsque l'un ou l'une d'entre eux, d'entre elles, satisfait aux exigences de l'enseignant? Les croyances stéréotypées décrites plus haut ont une fonction. Elles visent à maintenir et à justifier la structuration sociale et son statu quo. Ainsi, si une personne en situation de handicap est peu compétente, alors il est normal, entre guillemets, qu'elle n'occupe pas de poste à responsabilité. En tant qu'individu, nous sommes particulièrement attachés à cet ordre social et au fait de croire que le monde est juste. Voir Lerner 1980 et la théorie de la justification du système, Bonneau et Vernier 2017 et Jost en 2019. Dès que cet ordre est menacé, il a été mis en évidence que les individus sont particulièrement prompts à mettre en œuvre des pratiques entre guillemets restauratrices pour le rétablir. Cet ordre social est le fait de croire que le monde est juste. Un phénomène très étudié et qui illustre exactement ces tendances est celui du backlash, qui peut être défini comme une sanction sociale à l'égard des individus qui ne se comportent pas selon les attentes que nous avons à leur égard. Fin de l'extrait, je continue avec juste une précision par rapport à ce livre qui nous explique que l'intégration, il s'agit quand on parle d'intégration d'atténuer les différences entre les élèves et d'écarter du milieu ordinaire ceux qui présentent un écart trop important à la norme, et que l'inclusion, c'est le fait d'ouvrir les classes à la diversité des élèves, de prendre en compte le versant social et le versant académique. Voilà, on arrive à la fin. Merci d'avoir écouté cette chronique et merci pour vos retours. Vous êtes d'ailleurs de plus en plus nombreux à poser des étoiles et des pouces et à commenter, à me faire vos retours en privé ou via les commentaires sur YouTube. J'apprécie énormément, ça me fait chaud au cœur d'échanger avec vous et merci vraiment pour vos commentaires qui sont intelligents et toujours constructifs pour les retours et les échanges. Une remarque avant de finir. Pour cette chronique, j'ai demandé depuis juin à 21 jeunes, soit directement, soit via leurs parents, de répondre à ces questions. Alors, soit je m'y prends très mal, ce qui est tout à fait possible, soit les questions sont pas claires, très probable aussi, soit c'est vraiment pas facile pour ces jeunes TSA, parfois avec un TDAH, avec un trouble anxieux, souvent avec un HPI, pourtant qui est un plus et qui est plutôt protecteur, le HPI. Soit c'est vraiment pas facile donc de se mettre dans la posture, de dire ce qui les aurait aidés, ce qui les aurait soutenus, y compris de relater ou simplement de se replonger dans ce qui a été difficile pour eux. Bon, évidemment, il y a probablement un peu des trois,
Mais vraiment, du côté des jeunes TSA, je pense que ça nous donne un clair indice sur la complexité que ça représente pour eux, de dire de quoi ils ont besoin. En tant que maman, j'ai envie d'ajouter, d'où l'intérêt d'écouter les parents de ces ados TSA. Alors pour conclure, je voudrais reprendre les 3 idées directrices du livre que je viens de citer. Attention à l'exclusion bienveillante. On te sort du système, mais c'est pour ton bien. Attention, car la notion d'intégration peut signifier vouloir atténuer les différences entre les élèves et écarter du milieu ordinaire ceux qui présentent un écart trop important par rapport à la norme. À la différence donc de l'inclusion, qui signifie ouvrir les classes à la diversité des élèves, prendre en compte le versant social et le versant académique. Encore faut-il s'en donner les moyens. Alors que dire sinon que chaque parcours est unique, qu'il n'y a pas de chemin tracé ou prédestiné, qu'un parcours académique peut avoir des pauses, des heurts, des virages, des reprises, des changements de direction, et que c'est OK. Que l'important, c'est pas tant les résultats de comment va le jeune. Parce qu'obtenir à tout prix, à mon avis, son bac ou son diplôme en dépit de son équilibre mental, ça n'a pas de sens. Encore moins dans un monde comme le nôtre où la jeunesse vit des défis inédits auxquels la plupart d'entre nous, familles et enseignants, n'avons pas été confrontés. Parce que nous, on était encore dans une génération où on pensait pouvoir améliorer nos conditions de vie, alors qu'eux voient une planète qui étouffe, une perte de sens et un système néolibéral qui tient pas vraiment ni la route ni ses promesses. Mais ça, on en parle avec eux dans le prochain épisode qui leur est dédié, parce que cette jeunesse, elle a aussi accès à des trucs super. Il y a des belles choses qui se passent et cette jeunesse, elle est belle. Ce podcast n'a pas de prétention scientifique ou médicale et ne remplace en rien les conseils de professionnels, mais il s'agit de se balader ensemble dans cette autre façon d'être et de vivre les choses. Alors les hormones du bonheur remontent, en tout cas c'est mon souhait. On se sent un petit peu mieux, je l'espère, et on repart dans la course de la vie avec nos atypiques family. Alors, pour ce petit contenu caché final, pas si caché si vous êtes un habitué, je tiens à remercier une bénévole de l'association dont je fais partie qui se reconnaîtra pour son retour sur le livre sur l'inclusion scolaire et les très très riches échanges qu'on a eus à ce sujet. Je remercie aussi les jeunes qui ont témoigné et merci à vous les enseignants qui travaillez en lien avec les familles, qui écoutez les jeunes, qui faites bouger les lignes. Merci pour votre implication. Et en commentaire, écoutez, je vous propose de remercier ces professeurs-là. Pour ma part, je remercie Monsieur Walter, prof de sport à Léon Michaud. Monsieur Walter, en cours de gym où j'étais la grande gigue, plus grande que les autres, nulle, différente et qui pigeait rien à l'humour vache de la classe et qu'on prenait toujours en dernier, résigné dans son équipe, vous avez été le seul à croire en moi. Et au lieu de rire avec les élèves, vous m'avez aidé à essayer de comprendre comment faire les anneaux, comment monter à une corde. Bon, ça, on n'a jamais réussi. Vous n'avez jamais réussi à m'apprendre et moi, j'ai jamais réussi à monter à une corde. Mais vous avez essayé. Vous avez essayé à m'apprendre à faire le saut en hauteur et tous ces trucs techniques que je ne comprenais pas et j'arrivais pas sous les moqueries des autres. Vous avez repéré une dyspraxie dont personne ne parlait, peut-être à l'époque. Ou est-ce que vous avez compris que devant la classe, je perdais mes moyens et me bloquais systématiquement? Je l'ignore. Mais vous avez été un vrai rayon de soleil pour moi, vous m'avez fait croire un petit peu en moi, pour découvrir des décennies plus tard que j'avais une condition physique normale dans la moyenne. Monsieur Walter, 30 ans plus tard, je vous remercie de tout cœur. Vous avez compté pour moi, durant ces quelques années plutôt sombres, dans cette obligation d'aller au collège. Si quelqu'un connaît Monsieur Walter, faites-lui passer le message.